Chers amis auditeurs, bonjour. Bienvenue sur Tokyo Radio. Vous êtes avec votre hôte, Boris Pierre et Kamal Ashkar. Bonjour Boris. Bonjour Kamal. Merci. Je suis ravi de t'accueillir. Bah oui, depuis le temps qu'on devait faire cette interview entre nos voyages respectifs, moi aussi je suis très content d'être ici sur Tokyo Radio. Merci beaucoup. Alors, Kamal, est-ce que tu voudrais te présenter ? Oui, bien sûr. Bah moi, je suis un franco-marocain, cinéaste, documentariste pour l'instant. Je suis né au Maroc, à Tinrir, qui est un village de l'Atlas qui est situé entre Ouarzazate et Rachidia, donc dans le sud-est marocain. J'ai quitté le Maroc, j'avais 6 mois. Et j'ai grandi en France, dans des petits villages français, parce que mon père était ouvrier tuyauteur dans les centrales nucléaires de France et de Navarre. Donc on a un peu bourlingué un peu partout. Ton père qui est venu en France en 68. Voilà, exactement. Mon père est arrivé en 68, il avait 15 ans, il est arrivé à Paris. Donc il a été dans les foyers Sonacotra d'immigrés. Enfin voilà, un parcours un peu classique comme ça. Et il a fait venir ma mère par regroupement familial en 77 où je suis né. Et moi j'avais 6 mois, j'étais très malade aussi au Maroc. Donc la France m'a sauvé d'une certaine manière. Donc on est arrivé la première fois en France du côté de Bourg-en-Bresse, à Ambérieu-en-Bugey, dans l'Ain, dans le 01. Et ensuite, voilà, donc on a vécu un peu partout en France, un petit peu en Égypte, parce que mon père a travaillé aussi à Port Saïd, qui était là, cette fois-ci, une centrale hydraulique, mais avec chaque été un lien très fort avec Tinrir, notamment au Maroc, où on y allait pour des vacances au bled pendant les 2 mois d'été, et puis plein de questions sur qui j'étais, d'où je venais, etc., etc. Et donc, du coup, je suis devenu prof d'histoire. Je pense qu'il n'y a pas de hasard avant de devenir cinéaste. Donc, j'ai enseigné l'histoire en France pendant 13 ans en banlieue parisienne, essentiellement. Et alors, tu enseignais l'histoire. Est-ce que tu as enseigné cette histoire dont tu parles dans ton premier film, par exemple ? Bah non, parce que c'est pas au programme. Donc, les programmes j'en parlais forcément parce que j'avais beaucoup d'enfants issus de l'immigration et qui ignoraient de toute façon la pluralité des identités marocaines notamment, mais aussi de d'autres pays comme l'Algérie, la Tunisie et d'autres. Donc j'en parlais évidemment, mais c'était pas au programme. Donc ça m'a permis pour moi en tant qu'historien de formation, déjà avant de faire ce film qui est sorti en 2012, Tinrir Jérusalem, j'ai d'abord voulu faire un travail universitaire, donc j'ai beaucoup questionné, interrogé, fait des recherches. Je suis allé à Nantes où sont entreposées les archives diplomatiques du ministère des Affaires indigènes de l'époque, parce que le Maroc était un protectorat français jusqu'en 1956, de 1912 à 1956. Donc pour moi, en questionnant les anciens, enfin c'était aussi une manière de me réapproprier ma propre histoire de toute façon. Donc et malheureusement oui, c'est pas ça commence à le devenir au Maroc dans les programmes. D'ailleurs même mon film est cité et étudié à l'école. Ah, c'est chouette. Ouais. C'est chouette. Exactement. Oui, ça fait longtemps parce qu'on a construit pendant des années une génération d'amnésiques sur la pluralité de notre histoire, mais pas seulement la culture juive, mais aussi la culture amazigh. Et donc pour moi, c'était important aujourd'hui d'inscrire ça aussi dans la pellicule, que l'histoire d'un pays se fait aussi par les images, de la manière dont on se raconte, et pas seulement être raconté par l'autre ou par par l'extérieur, mais aussi par les siens. Et pour moi, je pense que mon film, c'est un des premiers films portés par un franco-marocain de culture musulmane sur cet autre juif absent. Alors justement, dans ce film, qui est question de religion, mais pas que, c'est avant tout des questions de lien et de fraternité, bien avant la religion. Oui, la religion, c'est presque un prétexte, en fait. On s'en fout, en fait. C'est surtout, comme tu le dis très bien, Boris, c'est d'abord les liens qui ont existé pendant plus de 3000 ans entre ces deux communautés religieuses. Enfin, les Amazirs ont été aussi, avant l'islam, ont été juifs, ont été païens, ont été chrétiens, donc avaient aussi d'autres croyances, polythéistes aussi notamment. Et donc c'est plutôt une affaire de tendresse et de lien, justement dans un monde où on polarise, où on
enfin voilà, où c'est la haine et le racisme ou l'antisémitisme qui priment. Et je pense que c'était important pour moi de donner une dignité à ces petites gens, juifs et musulmans, qui parlent des uns et des autres avec beaucoup de bienveillance et de tendresse. Et ça, c'est assez rare. Et puis qui parlent la même langue, hein, qui parlent le berbère. Oui, qui parlent le berbère, qui partageaient les mêmes chants, qui partageaient les mêmes poèmes, la même poésie, le même ciel bleu, les mêmes montagnes de l'Atlas, les mêmes nourritures. Et donc, oui, c'est important de montrer aussi ce qui rassemble dans des périodes de repli, d'instrumentalisation des appartenances identitaires. Donc, pour moi, ouais, voilà, c'était essentiel de... C'est pour ça que je dis que c'était presque un prétexte, juif, musulman, mais c'était pour parler d'autre chose et pour parler justement de l'hybridité, de la pluralité, et de comment on fait société avec aussi plein de différences à nous, quoi. Alors, j'ai été très très ému du début à la fin, je te l'ai dit tout à l'heure en préambule, en regardant ce film et c'est plus qu'un film, c'est une histoire. Oui. C'est ton histoire, pour commencer, c'est l'histoire de ta famille. Et puis, c'est l'histoire d'un peuple qui quitte sa terre natale. Et ça, c'est très très touchant, quoi. Bah, c'est universel, en fait, parce que le sentiment de l'exil et de la quête de sa maison, du lieu où on a envie de vivre, c'est une quête universelle de déplacement, d'arrachement à sa terre, et c'est beau. Ces personnages sont des poètes parce que c'est des poètes de l'existence, c'est des poètes des maisons vides, comme je le dis, de l'arrachement aussi à la terre, de l'enracinement, du déracinement. Donc forcément, puis c'est une question de perte aussi. On a perdu quelque chose avec le départ de ces Marocains juifs du Maroc. Et des deux côtés, parce que on perd dans tous les domaines, au niveau culturel, surtout au niveau culturel, et effectivement, ce film, c'est plus qu'un film, c'est aussi une réparation d'une blessure. Il y a un mot que j'aime beaucoup en hébreu qui s'appelle le tikkun, qui veut dire la réparation, et tikkun haolam, réparer le monde, et bon, voilà, mon film, c'est un petit pansement pour réparer, et je suis toujours surpris quand ce que tu m'as dit tout à l'heure me touche beaucoup sur mon film, mais aussi quand je vois les gens, enfin, comment ce film a suscité des émotions, des très fortes chez le public, quel qu'il soit d'ailleurs, pas forcément juif ou musulman ou marocain. Je me suis retrouvé dans des projections en Amérique du Nord ou face à des Mexicains ou qui étaient très touchés parce que ça parlait aussi de leur histoire d'avoir quitté quelque chose. Et ça peut parler même à un Français qui quitte sa campagne, un Bougnan, pour aller à Paris. Enfin voilà, donc il y a quelque chose il y a un sentiment très universel dans les questions d'exil et d'immigration. Absolument, absolument. Et une quête, la quête d'aller retrouver ces juifs marocains. Oui, parce que pendant très longtemps, c'était une question taboue au Maroc de parler de ses départs. D'ailleurs, moi, mon film, quand il est sorti, j'étais très attaqué par... à l'époque, on avait un gouvernement islamiste, c'était le PJD qui était au pouvoir, et ils supportaient pas de voir quelqu'un de culture musulmane parler de ces personnes-là sans évoquer forcément le conflit israélo-palestinien. Enfin voilà, pour moi, c'était un autre film. Et effectivement, oui, c'est pour ça que ça a été oui, ce film a vraiment généré des discussions assez incroyables sur les identités multiples du Maroc. D'ailleurs, depuis en 2011, le Maroc est devenu reconnaît la pluralité de son identité, a reconnu la langue amazigh comme une langue officielle, la part de la culture hébraïque, juive, amazigh. Donc oui, c'est fondamental et c'est pour ça que c'est important de l'enseigner à l'école. Je suis très fier qu'aujourd'hui, mon film fasse partie des programmes en langue arabe, par exemple, ou en histoire un peu, pour évoquer l'histoire du Maroc, quoi. Et de toute façon, on a besoin de connaître nos histoires, et c'est pas que le Maroc. Enfin, tous les pays ont des tabous. Des fois, nous, en France aussi, on a le tabou avec la guerre d'Algérie, avec Vichy, avec la collaboration. Dès qu'on en parle, ça crée... Enfin voilà, c'est toujours... ça peut susciter des scandales. Donc,
il faut le faire de manière apaisée, quoi. Et je pense que le cinéma, la culture, l'art peut contribuer justement à ces espaces de discussion et de dialogue autour de nos histoires mêlées, métissées. J'étais très touché. À un moment donné, t'es entouré de jeunes. Je crois que c'est à Tingir. Et il y a un jeune qui connaît une chanson juive, qu'il a appris, qu'il a entendue à la radio, je crois. Et il a voulu l'apprendre, il l'apprend, il la chante. Et c'est vraiment très, très émouvant. Oui, et puis d'ailleurs, j'ai retrouvé après ce chanteur Shlomo Bar, Etzlenu Bekfar Todra, on vient de la tribu de Todra. En fait, Tinrir fait partie de la vallée de Todra. Moi, je viens de la tribu des Todra. Et quand j'ai découvert que quelqu'un a fait une chanson sur ma région, par un grand artiste que je ne connaissais pas, Shlomo Bar, notamment, et que cette chanson, enfin pendant des années, les Marocains de confession juive en Israël ont été méprisés par l'élite ashkénaze, par les Juifs d'Europe qui se sentaient supérieurs, enfin, se considéraient comme l'élite intellectuelle. Et c'est une des premières chansons qui passait à la radio dans les années 70-80 pour une manière de réaffirmer sa fierté d'appartenir au Maroc parce que dans l'argot israélien, par exemple, shle veut dire primitif. Les shleh, c'est les berbères. Et donc c'est intéressant ce retournement de l'histoire où aujourd'hui, même dans mon dernier film, Dans tes yeux, je vois mon pays, où je suis un couple, Neta El Kayam et Amit Hay Cohen, des juifs marocains jeunes de ma génération qui se réapproprient leur marocanité par la musique et par la langue marocaine. La musique marocaine, effectivement, le shabi. Il y a un revival de cette fierté d'affirmer, alors que pendant des années, il y a eu une espèce de refoulement, de honte, de se dire marocain. D'ailleurs, on le voit dans le film, elle le raconte, elle dit on subit ici des discriminations de la part des Ashkénazes. Pour les Polonais, il y avait du boulot facilement, mais pour les Marocains, non. On les appelait les Marocco-Sakines, les Marocains en couteau, soi-disant parce qu'ils étaient beaucoup dans la délinquance. Donc, il y avait beaucoup de préjugés sur cette communauté-là. Et aujourd'hui, ce qui est beau, c'est qu'il y a un revival de ça, une fierté, pas nationaliste, pas excluante, parce que moi, j'aime pas du tout ça, mais plutôt une fierté pour faire lien avec d'autres communautés aussi, quoi. Et montrer cette part plurielle du Maroc, quoi, qui, moi, me paraît fondamentale, parce que c'est le meilleur vaccin, le meilleur antidote à tous les discours racistes, antisémites et xénophobes. Le meilleur discours, c'est celui de ton grand-père. Oui. À son âme, Baha. Il est incroyable. Ouais, il est assez incroyable parce que mon grand-père, c'était un grand commerçant de Tinrir qui a travaillé en Algérie, pour un fermier allemand d'ailleurs, et qui a beaucoup commercé avec ses amis juifs aussi, de Tinrir et d'ailleurs, de Marrakech, de Fès et d'autres contrées au Maroc. Et pas une seule fois, j'ai entendu une once de critique raciste à l'égard de cette commune. Pour eux, c'était normal de vivre ensemble. Il y avait quelque chose comme une évidence, évidemment, parce qu'ils ont partagé cette terre, cette culture pendant 3000 ans ensemble. Et oui, et je me souviens de sa bienveillance à mon égard, qui venait le questionner, l'embêter à chaque fois avec cette question-là. Et il se prêtait tout le temps au jeu. Tout le temps. Et c'est beau ce qu'il dit quand je lui pose la question, mais est-ce que toi, si on te demandait de quitter ta terre, il me dit, mais non, je pourrais pas. Puis c'est des gens d'ici. Enfin, quand tu as ta maison, quand tu as ton commerce, quand tu as tes racines, bah, bien sûr que c'est chez toi. Donc, c'est très beau ce qu'il dit, ouais, j'aime beaucoup. Et c'est aussi un hommage à ces anciens qui n'ont pas les préjugés que peut-être certains jeunes peuvent avoir par ignorance, de tous les côtés d'ailleurs, hein, pas seulement chez les musulmans, mais aussi dans la communauté juive. Et je trouve que c'est une vraie leçon d'ouverture et d'acceptation des ressemblances, des différences. Ça, je trouve ça très beau, ouais. Très, très beau. Alors, comme tu le disais, le film est sorti en 2012. Comme quoi, sur Tokyo, on fait pas de promotion. Je pense qu'il a plus besoin de promotion. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2012, depuis la sortie de ce premier film ? Il a beaucoup circulé, il a reçu beaucoup de prix. Comme je disais tout à l'heure en Horten, c'est devenu aussi un objet d'étude. Il y a des chercheurs, des étudiants qui font des
des mémoires sur mon film. Aux États-Unis, il est distribué par une grosse boîte de distribution, Icarus, qui distribue un petit peu toutes les bibliothèques et universités du pays, des États-Unis. D'ailleurs, le mois prochain, je pars là-bas faire une petite tournée à San Francisco et à la Nouvelle-Orléans. Tu y es déjà allé? Oui, je suis déjà allé. J'ai déjà fait plusieurs. Il a déjà été diffusé dans plusieurs festivals. J'avais reçu un beau prix aussi, un Pomegranate Award à New York. Donc, oui, je connais très bien. Et en même temps, en plus, ce que j'aime bien, c'est que ça me permet, j'ai l'impression de continuer un peu mon ancien métier de prof, où je continue de transmettre à travers ces masterclass. Donc, je trouve ça assez super intéressant. Les échanges avec les jeunes. Il n'y a pas plus tard qu'à quelques jours à Paris, j'étais dans une association à La Moquette qui est une association de réinsertion avec des gens en difficulté, mais c'était super attachant. Cette projection grâce à Shaïsta que j'ai rencontré un peu par hasard pendant l'entre-deux tours des élections législatives. On était tous un peu flippés que le Rassemblement national arrive au pouvoir. Et donc... J'ai vu que tu étais engagé dans la vie politique de ton arrondissement. Oui, aussi, oui. Oui, moi je suis profondément progressiste, Enfin, moi je pense que tout est politique en fait. Je suis plutôt, voilà, j'ai des valeurs de gauche et pas dogmatique, mais d'ailleurs c'était pas une des premières fois, mais oui, je m'étais vraiment engagé parce que c'était une telle flip. J'étais en Allemagne à ce moment-là quand j'ai appris la dissolution. J'étais à un festival de littérature et je suis très vite retourné. J'étais censé retourner au Maroc et je dis non, je peux pas rester. Il fallait que je vote aussi et donc il fallait que j'avais envie de faire aussi campagne. Donc j'ai fait aussi campagne effectivement ici et donc oui, pour moi tout est politique. Moi, je fais de la politique d'une autre manière avec des films parce qu'on a des idées. La politique, vous savez, ça vient de police, la cité. Donc, ça veut faire société, faire comment on peut vivre ensemble. Donc pour moi, ça c'est fondamental d'être engagé en tout cas et surtout dans un monde de plus en plus chaotique avec Trump au pouvoir, Poutine, Netanyahou. Enfin voilà les talibans en Afghanistan. Enfin voilà, c'est quand même assez dramatique ce qui se passe dans le monde, quoi. Et quand on voit que la France, elle est à deux doigts aussi de basculer, là, il y a l'Allemagne qui va voter, je crois, la semaine prochaine, ou ce week-end, je crois le 23, hein, si mes souvenirs sont bons, et que le parti néo-nazi, l'AfD, risque de faire une entrée en masse au Parlement. C'est quand même flippant, c'est se dire que les gens ne mesurent pas le danger et pensent voter pour leur intérêt alors qu'ils votent contre leurs intérêts. C'est un peu ça aux États-Unis, quoi. C'est terrible. Mais c'est aussi, on a une vraie autocritique aussi à faire à gauche sur pourquoi on n'arrive pas à toucher les milieux populaires, pourquoi les seuls qui parviennent à toucher ces milieux-là sont les populistes et les démagogues. Ça, c'est terrible. J'ai une question qui me vient à l'esprit. Alors, je suis un peu digressif, là. Comment on passe de historien, professeur d'histoire, à réalisateur de films? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est justement cet engagement politique qui t'a donné envie d'apporter ta voix au discours politique Et c'est un concours de circonstances? Comment ça s'est passé? Mais il faut être un peu fou, déjà. Ah oui, on aime bien les deux. Surtout qu'il aime beaucoup les fous. Mais c'est très juste ce que tu dis, c'est-à-dire que je viens d'un milieu populaire, c'est-à-dire que je viens d'un milieu ouvrier, je suis un transfuge de classe parce que je suis le premier de la famille à avoir eu le bac, à être allé à l'université, donc je me suis posé beaucoup de questions sur est-ce que j'avais le droit d'être prof. J'avais lu La Place d'Annie Ernaux qui m'avait bouleversé et qui me permettait de comprendre que c'était pas une question ethnique de se sentir à sa place, mais une question sociale, ce dont on a beaucoup oublié ici. Moi, je n'aime pas le discours, par exemple, des indigènes de la République, de la victimisation. Je nie pas qu'il y a un impensé colonial, qu'il y a un racisme aussi systémique, mais je veux pas me complaire dans ça. Et c'est pas, par exemple, les racistes qui doivent me définir moi. Moi,
quand Macron est venu au Maroc et que on l'avait rencontré avec des artistes et tout, on était invité par l'ambassade de France là-bas. Je dis, moi, je suis pas une caution de la diversité culturelle, je suis pas voilà, je suis français à 100% et marocain à 100%. Donc, j'ai pas à choisir parce que je supporte pas comment on instrumentalise de tous les côtés d'ailleurs. Les discours de Zemmour et des indigènes, par exemple, c'est vraiment, pour moi, c'est des alliés objectifs, quoi. Ils ont besoin des uns et des autres pour exister. Et donc, ma mère n'a pas eu la chance d'être allée à l'école, mais elle suivait quand même nos devoirs. Enfin, c'est en hommage aussi. Ça, c'est sur mon prochain projet, Mes étranges étrangetés. Et pour moi, j'avais besoin de toucher d'abord les miens. C'est-à-dire que, ok, j'étais parti pour faire un travail universitaire sur cette question, un 3e cycle, avec un livre à l'appui, à la fin. J'ai dit, mais je vais toucher qui? Je vais toucher les intellos, je vais toucher ceux qui sont déjà convaincus. Et moi, j'avais envie de toucher les petites gens que je filme dans mon film. J'avais envie de toucher ma mère qui n'a pas été à l'école, j'avais envie de toucher... Et là, dans l'intention, il y a évidemment une dimension politique, de pouvoir toucher le plus de monde. Avec ce film-là, j'ai fait des projections en prison, dans des villages de l'Atlas, dans des petits villages français, dans le monde entier. Et le pouvoir de l'image est très forte. Tu l'as dit tout à l'heure, en termes d'émotion, en termes de comment ça peut faire réfléchir et comment l'atmosphère, le film peut vous accompagner encore avec des images, avec ces mots, où des gens se souviennent de telle ou telle séquence. Enfin, même 10 ans, 15 ans après avoir vu le film. Donc ça, je trouve ça assez touchant. Et donc oui, il y avait une dimension éminemment politique et c'est ce qui a été mon moteur finalement pour... et après, le destin. Je pense qu'il y avait une mission de manière inconsciente à réparer quelque chose, quoi. Et donc je me suis dit, le meilleur outil pour moi, c'était de faire un film, parce qu'après tu peux voyager partout avec. Oui, absolument, tu peux voyager partout. Le film voyage partout avec, et toi aussi avec. Oui, exactement. Ça a changé quelque chose dans ta vie? Bah oui, parce que j'ai quitté l'éducation nationale. Je me suis mis en disponibilité depuis 2013. J'ai créé ma petite société de production au Maroc. Donc, et entre-temps, tu me demandais ce que j'ai... Voilà, j'ai eu des commandes de films. J'ai fait un film sur l'amour au Maroc à travers les voix des femmes berbères. J'ai produit mon premier film, Dans tes yeux, je vois mon pays, qui est mon dernier film, qui est un peu une continuation de cette histoire-là, qui continue d'explorer cette thématique-là, mais à travers, de manière très différente, à la fois sur le plan de la réalisation et pas de l'histoire aussi, parce que ça traite de la nouvelle génération, alors que Tineret Jérusalem parle du passé, là je parle du présent et du futur. Et donc voilà, et là je travaille sur mon prochain film où je questionne l'entre-deux identitaire français, marocain, d'un petit Marocain qui est né dans des petits villages de l'Atlas, dans un village de l'Atlas à Tineret, dans une maison en terre, une casbah à Mazir, où je passais chaque été, qui était pour moi un monde magique, et je pense que mon sens et ma sensibilité artistique vient de là, de comment je concilie tous mes mondes. J'allais chanter... la Marseillaise tous les 11 novembre dans ces petits villages français. J'ai vraiment vécu une enfance française à la Marcel Pagnol. Et on était souvent une ou deux familles d'origine immigrée dans le village. J'ai été naturalisé à l'âge de 18 ans. Et le film, voilà, Mes étranges étrangetés questionne tout ça. Ma double identité de franco-marocain à travers aussi le parcours de mes parents, de toute une génération qui raconte aussi des moments de sociabilité ouvrière. On était très mélangés. Voilà. Et de nous qui avons vécu dans des petits villages français. Très souvent, on questionne l'immigration à travers le prisme de la banlieue, de la cité, très bien. Il y a aussi d'autres histoires et qui sont aussi différentes et on se construit aussi différemment. Et donc voilà, c'est un film que j'ai envie de sortir avant les présidentielles pour pouvoir modestement un peu peser sur le débat, sur ces manières dont on instrumentalise l'immigration à chaque fois comme bouc émissaire de tous les maux de la société, quoi. Et dans cette transition, comment t'es devenu réalisateur? Je veux dire, techniquement, comment tu as appris le métier? En autodidacte, c'est-à-dire que tout est à faire après une rencontre en Israël-Palestine, d'ailleurs en Galilée, tu vois, où je rencontre un juif de Tineret, un peu par hasard, avec une association qui s'appelle Parler en paix, qui organise un voyage, où
rencontrer des acteurs de la société civile qui œuvraient à la paix, du côté israélien et palestinien. Et là, je rencontre quelqu'un. Donc ça a été mon acte, cette rencontre avec cette personne-là dans ce village druze en Galilée, a été mon acte fondateur de mon désir de vouloir faire un film. Ah, donc l'acte fondateur, c'était en Israël, oui. avant le Maroc, quoi. Oui, parce que le Maroc m'a permis de m'intéresser à cette question-là. Oui. Et après, je vais là-bas, je fais cette rencontre. J'étais inscrit... Mais tu vas là-bas sans l'idée du film? Non, pas du tout. Absolument pas. En fait, je vais là-bas. Je savais que je m'étais réinscrit. J'étais professeur d'histoire déjà à l'époque, en banlieue parisienne. Et je savais que les gens de chez moi étaient là-bas. Et donc, je m'étais réinscrit en 3e cycle, là où j'avais fait mes études à la Sorbonne, à Paris 1. Donc, je suivais mes petits séminaires tous les mercredis, etc., en étudiant modèle. Et cette rencontre a été l'acte fondateur. J'ai dit, non, c'est pas possible, il faut que je voyais le groupe, ils étaient tous émus, etc., Ils ont pleuré, enfin bref. Et c'était assez bouleversant. Et donc, du coup, quand je suis rentré, j'ai commencé à lire comment on construit un dossier pour trouver des financements, la note d'intention, la note de réalisation. Donc, j'ai appris en autodidacte. Et ensuite, j'ai commencé à parler publiquement de mon désir de faire ce film aux uns et aux autres que je rencontrais lors de mes voyages au Maroc, etc., etc. Et à un moment donné, j'ai rencontré un producteur, Laurent Bocahu, avec les films d'un jour, et Sébastien Tézé, pour qui ce sujet l'intéressait. Et donc, c'est comme ça que je suis rentré dans un process. Il m'a présenté ma super monteuse Yael Bitton. Yael Bitton m'a présenté mon super caméraman Philippe Belaïch. Donc voilà, et depuis je travaille tout le temps, avec Philippe et Yael, on travaille souvent ensemble sur la plupart de mes films. Donc, et c'est comme ça, et j'ai appris très bien entouré avec ces gens-là qui me considéraient pas comme un débutant, qui me considéraient à égalité. Donc, et moi, avec beaucoup d'humilité, voilà, j'ai beaucoup observé, regardé, et c'est comme ça que j'ai appris. Et on apprend toujours, d'ailleurs. Alors, pour le besoin du film, tu es retourné en Israël, oui. Dans un kibbutz, pour rencontrer ses descendants de juifs marocains. Exactement. Berbères. Ou des gens qui sont même nés à Tinrir, quoi. Oui, qui ont quitté dans les années 50-60. Tu as ranimé des étincelles de fou là-bas, quoi. Ouais. Bah oui. Sans vouloir spoiler le film, je suis désolé pour ceux qui ne l'ont pas vu, quoi. Mais c'est. Pour eux, c'était. Ils devaient dire, mais c'est quoi ce fou? La mémoire est présente, comme si c'était hier. Forte, ouais, exactement. C'est ça moi, c'est ça qui m'a le plus marqué. Et puis ils m'ont tous accueilli à bras ouverts parce que pour eux, c'était tellement incroyable, après toutes ces années de silence, que quelqu'un de la jeune génération, moi pour l'occurrence, vienne et les questionne. Et donc ils m'ont ouvert grand leurs portes. Ils m'ont organisé des grands rassemblements avec des barbecues pour que je puisse rencontrer tout le monde, parce que j'ai pas filmé tout le monde. J'ai dû faire tout un travail de casting. D'une forme de casting, d'une certaine manière, pour un documentaire, parce que c'est pas possible d'intégrer toute la communauté juive de Tinrir. Et j'ai dû choisir ceux qui me paraissaient les plus intéressants et les plus forts en termes d'histoire, ces femmes notamment, avec leur bendir qui chantent encore des chants amazigh et tout, ou cette séquence Skype avec mon père, avec Shalom Illouz, qui parle parfaitement l'amazigh et qui se souvient de mon grand-père. Enfin voilà, c'était très bouleversant tout ça. Et en fait, à travers cette figure de ce juif absent, c'était aussi mon histoire que je racontais, que je me réappropriais d'une certaine manière. Et ça m'a permis, ce film aussi, de passer énormément de temps avec mes grands-parents et de comprendre d'où je venais quand j'étais face à eux. Parce que quand tu grandis dans un petit village français, tu apprends Zola, tu apprends tout ça, et que tout d'un coup tu te retrouves l'été dans un autre univers, dans un autre monde, d'autres manières d'être habillé, de parler, notre rapport au monde. Enfin voilà, c'est comment tu fais avec tout ça, comment tu concilies tout ça. Et c'était beau cette étrangeté qui était la figure juive. Je me suis identifié à ça. Et donc, c'est ce qui m'a permis de faire ce film avec beaucoup d'empathie, quoi, finalement, et beaucoup de tendresse. Alors, comme tu le dis, ce film et ces films, d'ailleurs, que tu as réalisés, c'est un prétexte. C'est un prétexte pour parler d'humanité, des liens, de la fraternité.
Est-ce que tu as trouvé la réponse à ta question? Pourquoi sont-ils partis? Pour moi, c'est toujours un mystère. En fait, les réponses, elles sont multiples, complexes. Il n'y a pas qu'une réponse. C'est vraiment... Il y a des raisons économiques, des raisons religieuses, parce que ces gens étaient très religieux. Ils priaient 3 fois par jour l'an prochain à Jérusalem. Donc, quand les sionistes sont venus les chercher, ils avaient le sentiment de réaliser un rêve messianique. Il y a des raisons politiques avec la création de l'État d'Israël, avec la fin du protectorat français, avec le nationalisme marocain qui pouvait faire penser à ces juifs qu'ils avaient peut-être plus leur place au Maroc. Enfin voilà. Mais il y a des juifs qui sont restés aussi. Jusqu'à aujourd'hui, il y a encore une communauté juive très importante et il y a un lien très très fort avec le Maroc qui perdure avec, on a plus de 600 saints juifs. Récemment, il y a eu encore, chaque année, en février, d'ailleurs, c'est le seul pèlerinage d'une Iloula que j'avais fait à Bouhassera, du côté de Gourama, dans le sud-est marocain, où des juifs du monde entier viennent pèleriner. Donc, il y a un lien très très fort avec le Maroc qui ne se dément pas jusqu'à aujourd'hui, et même auprès de la nouvelle génération. Et donc, du coup, c'est ça qui est beau. Parce que ça perdure, ça continue d'exister jusqu'à maintenant. Et donc, ces raisons, elles sont... mon film, c'est pas un film d'histoire, c'est un film subjectif, sensible sur cette mémoire. Et la mémoire, elle est, elle est parfois défaillante, elle est subjective, elle est tout ça. Et c'est une invitation à développer et à vouloir lire et à approfondir cette question-là. Mais pour moi, c'est vrai que malgré que je connaisse toutes ces raisons-là, c'est quand même un putain de mystère, quoi. Comment on quitte sa terre, son monde, ses amis, les odeurs de son enfance, quand t'as été enraciné pendant des milliers d'années. C'est saisissant. Vraiment. Et comme le dit ton grand-père, alors qu'on n'a aucune raison de partir. Oui, exactement. Il n'y a pas eu d'expulsion, il n'y a pas eu notamment dans ces petits villages à Mazir. Ça ne veut pas dire qu'ici et là, il n'y avait pas des tensions quand il y avait des guerres israélo-arabes, hein, évidemment. Mais dans les régions amazirophones, à Mazir, les liens c'était des Toshavim, des autochtones, donc ces juifs-là. Donc, ils étaient là depuis des milliers d'années, donc ils se sentaient d'ici, à égalité avec leurs co-religionnaires musulmans. Donc il y avait effectivement aucune raison. Et voilà, ce que je dis un peu dans la voix off, ils ont été dépassés aussi par la grande histoire qui les a d'une certaine manière balayés. Tous ces changements géopolitiques ont des conséquences parfois dramatiques, malheureusement. Est-ce que certains reviennent? Oui. Certains sont partis, sont revenus. Moi, je rêverais que les gens reviennent beaucoup plus en masse. Mais oui, il y a des jeunes qui sont revenus. J'ai des amis comme ça à Casablanca, à Marrakech ou ailleurs. Des jeunes artistes aussi qui veulent se reconnecter avec le Maroc. Il y a Neta et Hamid qui ont l'intention, là ils sont aux États-Unis à la Nouvelle-Orléans, donc ont l'intention de venir avoir une expérience de vie, c'est chez eux finalement. Donc moi je rêverais, on devrait faciliter d'ailleurs davantage ces retours. Est-ce qu'il manque à la population? Quand notamment ceux qui ont connu cette histoire-là, les anciens, vous racontent qu'il y a eu un avant et un après ces départs. Et dans plein de domaines, on s'en est pas remis, sur les plans culturels ou économiques, etc., etc. Donc évidemment, d'ailleurs, quand ils vous en parlent, il y a hasra, il y a doukliyan, ça veut dire, ce bon vieux temps. Donc, bien sûr, pour les anciens qui ont vécu au plus près ensemble, cette vie ensemble, c'est sûr qu'il y a un manque. Et même moi, qui n'ai pas vécu cette période-là, je me sentais orphelin de cette période-là. Je ressentais vraiment au plus profond de moi-même une perte immense de ces départs. Alors, Kamal, qu'est-ce que ça représente, la culture, pour toi? La culture, c'est ce
qui fait lien. C'est ce qui permet de nous connaître, nous, déjà, dans un premier temps, parce que si on se connaît pas, on peut avoir du mal à aller vers l'autre aussi. Et c'est ce qui permet de faire société. Moi, je suis extrêmement observateur et ému quand je vois comment... vous savez, les Grecs créer on parle beaucoup de vivre ensemble, du sentiment d'appartenance. Il y avait des rites comme ça d'initiation, là je parle en tant qu'historien, des rituels de passage où le peuple grec avait le sentiment d'appartenir à une même société parce qu'il y avait des fêtes communes, des rituels, etc., etc. Et la culture, moi je le vois, moi qui est pas très foot par exemple, c'est aussi la culture footballistique. Enfin, moi j'adore observer... quand je suis au Maroc, notamment, ils vont tous au café. Et ce moment de communion, où j'ai vécu ça ici quand on a gagné en 98 la Coupe du Monde. J'étais à Dieppe à l'époque en Normandie et je me souviens de cette folie qu'il y avait dans les rues, de comment avec ces Zidane président, c'était la France black blanc beurre, enfin. Et la culture, c'est ça. Et c'est pareil au cinéma, quand on va dans une salle de cinéma, quand on va dans la musique, écouter des concerts ensemble et qu'on danse ensemble. La culture, pour moi, c'est quelque chose qui fait lien ensemble. On peut se regarder avec respect, avec dignité, et c'est pour ça que c'est important, les espaces de sociabilité, de culture, ou même de lutte politique. Mais pour moi, oui, ça a toujours été ça. La culture, c'est de traverser des émotions ensemble, que ce soit dans une salle obscure ou lors d'un concert, on est complètement habité par la musique qu'on entend et qu'on peut chanter ou danser avec un inconnu à côté de soi. Ça, je trouve ça assez formidable. C'est quand même le contraire de la guerre, quoi. Oui, hier soir, je suis allé voir un concert au New Morning, un groupe qui s'appelle Bédouin Burger. Ah. Tu connais? Non. Magnifique. Bédouin Burger. Amazir ou... Ah, Bédouin. Bédouin. Alors, C'est pas des... Oui, je confonds avec Touareg. Plutôt originaire de Syrie. Ok. Ça devait être intéressant. C'était super chouette. Ouais, j'imagine. Et comme tu le dis, voilà, tout le monde est là, ne fait qu'un, avec la musique, avec la voix, avec le chant. Ça, je trouve, j'admire les musiciens et les chanteurs et si j'avais pas été cinéaste et si j'avais du talent pour chanter, je trouve ça tellement beau d'arriver à susciter de l'émotion comme ça, à travers une musique, à travers une mélodie. Ça, je trouve ça formidable. On peut pleurer, on a envie de danser avec elle. Enfin voilà, je trouve ça très très beau. On a envie de... Oui, moi des fois j'écoute beaucoup la musique en conduisant parce que je conduis beaucoup, notamment au Maroc, sur plein de routes et seul souvent. Et donc j'aime beaucoup. J'ai envie de mettre la musique à fond dans la rue et que tout le monde danse, quoi, parce que on s'ignore tellement les uns les autres dans nos vies un peu beaucoup moins dans nos pays méditerranéens. On a encore on se dit bonjour, tout ça et tout, mais dans nos pays hyper individualistes comme les pays occidentaux, comme la France. Bah, tu vois, un sourire dans un métro, un RER, enfin, ça mange pas de pain, quoi. Et donc, ça, effectivement, je trouve que la musique, pour ça, c'est formidable. Carrément. Et oui, mais il y avait un vrai partage entre les musiciens, la chanteuse, avec le public, le public entre eux aussi. Ouais. C'était vraiment chouette. Là, tu fais la promotion actuellement de ton dernier film. Tu as commencé la réalisation du prochain. Il n'y a pas une forme de boulimie là, ou d'addiction à enchaîner moi, je suis pas film sur l'autre? Tu sais, moi, je mets du temps. Hein. Franchement, il y a des gens qui sont beaucoup plus... Moi, ça me coûte de faire des films, déjà, émotionnellement, parce que je suis hypersensible. Mais, par exemple, dans Tes yeux, je vois mon pays, j'ai mis 7 ans à le faire. Entre-temps, j'ai fait un autre film de commande, voilà, ça c'est, voilà, je fais des... Mais mes films qui viennent des tripes, je mets 5 ans au minimum pour les faire. Il y a des gens, ils arrivent, je sais pas comment ils font, tous les 2 ans à sortir quelque chose. Moi, je peux pas, c'est pas possible, quoi, parce que il y a tout le temps de la maturation, voilà, ça met du temps. Par contre, oui, je pourrais pas vivre, enfin, moi, c'est ce qui fait sens à mon existence. C'est-à-dire que j'ai besoin de m'exprimer à travers ce vocable de l'image et à travers les histoires que j'ai envie de raconter par le cinéma. Et ça, oui, ça c'est fondamental, c'est vital même.
comme... C'est une question de survie. Oui, de survie, puis oui, c'est ce qui fait sens vraiment à une existence. Quand j'ai fait Itinéraire de Jérusalem, il y avait aussi une telle urgence à filmer ces anciens avant qu'ils disparaissent. D'ailleurs, beaucoup sont partis. Mon grand-père, ma grand-mère, Hanini Shmouyal, le frère de ma grand-mère, paix à leur âme. Donc, je continue, moi, d'être habité par ces gens-là, tu vois.